Bonjour, une violence qu'on compare volontiers à celle du film Mad Max. Ainsi va la vie en Haïti. La perle des Antilles livrée aux gangs est désormais sans direction politique depuis la démission, voilà plus de 10 jours maintenant, de l'homme qui assurait l'intérim depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, son Premier ministre Ariel Henry. Il a préféré partir plutôt qu'affronter les bandes armées qui réclament sa tête. Quel avenir maintenant pour ce pays ballotté par l'histoire et ses drames ? Pour nous en parler tout au long de cette émission, la députée des Français de l'étranger, dont la circonscription, la deuxième, couvre Haïti, c'est l'élue Renaissance Éléonore Carrois. Mais d'abord, retour en images sur la situation des derniers jours en Haïti. C'est un reportage pour France 2 de Marc de Chalvron. La capitale haïtienne est contrôlée à 80% par une multitude de gangs armés, souvent rivaux. Les affrontements sont récurrents, mais aujourd'hui, les attaques contre la police semblent être coordonnées. Celui qui se présente comme le chef du mouvement parle d'une union sacrée des gangs pour renverser le gouvernement. Aujourd'hui, c'est différent. C'est tous les leaders communautaires, tous les quartiers, tous les gangs qui ont pris leurs responsabilités et lancé ce mouvement. Jimmy Cerisier, surnommé Barbecue, est l'homme le plus recherché de Port-au-Prince. Nous l'avions rencontré il y a un mois, entouré de sa garde rapprochée. Kidnapping, assassinat, crimes en tout genre, Barbecue est un ancien policier. Il est aujourd'hui le chef du gang le plus puissant de Port-au-Prince, prêt à tout pour garder le contrôle de son fief. Vous voyez là-bas, de l'autre côté du mur. Ouais. Ils sont là. À tout moment, ils peuvent nous tirer dessus. C'est un gang rival qui se trouve derrière ce mur que Barbecue a lui-même fait ériger. C'est dommage de dire ça parce qu'ils sont des Haïtiens comme nous. Mais je peux dire de l'autre côté, c'est l'ennemi. À l'époque, Barbecue disait déjà vouloir fédérer les groupes criminels pour chasser le Premier ministre du pouvoir. Lui, le chef de gang, prétend vouloir mettre fin à l'insécurité en Haïti. Éléonore Carrois, l'homme que l'on voit dans ce reportage, Jimmy Cerisier, ce chef de gang que l'on surnomme Barbecue, prétend vouloir mettre fin à l'insécurité en Haïti causée, selon lui, par la classe politique. Il dit vrai? Alors, Barbecue, Jimmy Cerisier, exactement, est l'un des chefs de gang peut-être les plus médiatiques. Mais c'est loin d'être le leader de ces groupes qui sont assez diffus et qui ont plusieurs têtes en fait, de gang. On parle par exemple d'Iso, qui est un jeune de 26 ans, qui est probablement plus puissant que Barbecue. En tout cas, il se dispute la puissance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est impossible à ce stade de se baser sur les déclarations d'un chef de gang pour s'imaginer qu'il y a une forme d'organisation, d'union sacrée des gangs. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie désorganisation. Et en revanche, que les politiques seraient responsables en réalité de la situation sécuritaire et non pas les gangs eux-mêmes? Alors ça, c'est vraiment extrêmement provocateur et faux. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre politique et gang? Et on sait qu'à travers l'histoire, il y a eu certains liens. Mais aujourd'hui, venant de la part de quelqu'un qui a tué, violé, ou en tout cas qui est la tête d'une bande, le G9 qui justement a fait ces actions, c'est particulièrement gonflé, pour ainsi dire, de se prononcer de la sorte. Cynisme que vous dénoncez. Les bandes armées, vous l'avez dit, elles font partie du quotidien des Haïtiens depuis longtemps, des tontons macoutes, ces milices paramilitaires au service de la dynastie Duvalier, jusqu'aux chimènes à la solde, elle, du président Aristide. Ce sont les mêmes. Qu'y a-t-il de changé? Alors c'est intéressant que vous mentionniez les tontons macoutes et les chimères d'Aristide. En fait, c'est différent. À l'époque des Duvalier, donc à l'époque du premier dictateur en Haïti, qu'on dénommait Papa Doc, il avait mis en place une forme paramilitaire assez organisée, qui était les tontons macoutes, qui lui permettait de maintenir une forme de pouvoir par rapport à l'armée qu'il jugeait pas forcément suffisamment loyale. On a vu ensuite, il y a eu plusieurs épisodes d'Aristide, on y reviendra peut-être plus tard, mais... Jean-Bertrand Aristide avec ses chimères dans la rue. Absolument. À un moment donné, au début des années 2000, lorsqu'il reprend le pouvoir dans un contexte de contestation internationale, il met en place aussi, ou en tout cas il contribue à ce que se forment des groupes armés contestataires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de devenir des groupes armés contestataires, c'était ce qu'on appelait les OP, des organisations populaires qui s'étaient un peu déclenchées de manière spontanée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas
d'organisation à proprement parler, mais il y a toujours eu un lien assez fort entre pouvoir politique et ces gangs. Et en revanche, depuis l'arrivée au pouvoir de Martelly et de son parti, puis ensuite de Jovenel Moïse, ce que l'on sait, ce qui est établi, c'est qu'il y a eu de l'utilisation de la part du pouvoir de ces gangs pour réprimer des mouvements civiques, des manifestations qui ont eu lieu notamment en 2019. Oui, à tel point que les forces de sécurité, seules les forces armées, ne parviennent pas à maintenir l'ordre. Il faut donc faire appel à l'étranger, une mission multinationale avec, à sa tête, le Kenya est chargé de ramener la sécurité. Problème, elle n'est pas encore déployée en Haïti, Bastien Renouille. En juillet 2023, le président kényan William Ruto annonce son intention de déployer 1000 policiers en Haïti. Et depuis, opposition et organisations de défense des droits de l'homme sont vent debout contre le projet. Certains ne comprennent pas pourquoi le Kenya déploierait des policiers à l'étranger alors qu'il y a tant d'insécurité sur son propre sol. Et d'autres affirment que les policiers kenyans sont déjà extrêmement violents chez eux. Que va-t-il se passer dans un pays dont ils ne parlent pas la langue? Alors, certains membres de l'opposition sont allés devant la justice et elle leur a donné raison. Il n'y avait pas, à l'époque, d'accord entre le Kenya et Haïti permettant le déploiement des policiers. La justice a donc stoppé le déploiement. Mais voilà, depuis William Ruto, le président kényan a trouvé une solution et il a fait venir le Premier ministre haïtien ici au Kenya. Ils ont signé un accord. Nouveau retournement de situation depuis, le Premier ministre a démissionné. Or, selon le gouvernement kényan, pour que les policiers puissent être déployés, il faut absolument qu'un gouvernement soit présent à Port-au-Prince. Il faut un gouvernement de transition. Mais comment mettre en place un tel gouvernement s'il n'y a pas d'ordre et de sécurité? Le déploiement, à l'heure actuelle, semble être dans une impasse. On n'en sort pas, Éléonore Carrois. C'est précisément pour finaliser cette aide, le déploiement de cette force de sécurité multinationale, qu'Ariel Henry se trouvait au Kenya au moment précisément où les heurts ont éclaté à Port-au-Prince. Oui, c'est un peu malheureusement le cercle vicieux ou le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il faut une forme de stabilité politique pour qu'une force internationale puisse intervenir. Et en même temps, l'objectif même de cette force internationale, c'est d'assurer une forme de sécurité. En revanche, ce qui est vrai, et on y reviendra peut-être, c'est qu'il y avait une contestation, une question de légitimité qui, en fait, vient dès l'origine de la prise de fonction, en tout cas de l'acceptation de Ariel Henry comme Premier ministre de facto. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà latent. Mais ce projet, justement, de force multinationale de sécurité pour établir l'ordre, il n'est pas nouveau et il divise en Haïti. Beaucoup ont reproché, d'ailleurs, à Ariel Henry d'avoir sollicité cette aide il y a maintenant 1 an et demi. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, réclament son déploiement? C'est, encore une fois, comme souvent en Haïti, beaucoup plus compliqué que cela. En fait, Ariel Henry prend le pouvoir, en quelque sorte, suite à l'assassinat de Jovenel Moïse, alors qu'il avait, ça faisait deux jours seulement qu'il avait été nommé Premier ministre. Alors il y a, dans le contexte de sa prise de fonction, une situation extrêmement trouble et la situation quand même extrêmement grave de l'assassinat du président en place. Oui. Donc il y a toujours eu une contestation sur l'exercice de ses fonctions. Et il y a en même temps eu une recrudescence de la violence, une augmentation de la force de ces gangs armés qui a fait que beaucoup de personnes dans la société civile réclamaient aussi une intervention. Mais cet appel à l'étranger a été vécu comme un échec par une partie des Haïtiens, presque comme une humiliation, non? Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'Haïtiens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans une intervention de l'étranger, mais en même temps se méfient énormément des interventions étrangères parce qu'ils ont vécu déjà une intervention onusienne qui a un bilan extrêmement contesté par une partie de la population haïtienne, parce qu'ils ont vécu... Contesté pourquoi? Il y a eu effectivement, on s'en souvient, après le tremblement de terre, des cas à l'époque, ça avait été beaucoup reproché d'ailleurs à ces membres des Casques Bleus d'avoir importé le choléra, et puis il y a eu des cas de viol de la MINUSTAH 9 ans plus tard. Oui, alors la MINUSTAH, c'est la force donc, des Nations Unies qui a été déployée en Haïti justement en 2004 et qui est restée pendant plus d'une décennie sur le pays, qui a certes permis de stabiliser la situation à un moment donné où le pays connaissait une crise extrêmement grave, mais qui a aussi, et vous venez de le dire, commis des actes, enfin en tout cas certains contingents de la MINUSTAH ont commis des actes dont la population se souvient. Mais au-delà de ça, je pense que pour les Haïtiens, ce qui est encore le plus difficile, en tout cas à accepter, c'est de sentir que les décisions qui concernent le destin d'Haïti sont prises sans qu'ils aient l'impression qu'ils ont leur mot à dire. Et ça a été le cas en 2004, ça a été le cas ensuite 10 ans plus tard, et même juste à l'issue du tremblement de terre. Et certains en Haïti ont un peu ce sentiment-là, malheureusement.
Et on l'a bien compris, hein, Antoine Feneau, les difficultés en Haïti sont nombreuses. Une situation à comprendre d'abord par sa géographie. Sa géographie, absolument. Je vais y revenir dans un instant. Quelques données économiques tout d'abord. Je voulais évoquer avec vous l'indice de développement humain. C'est une bonne donnée qui a été ici communiquée par l'ONU. Vous le voyez juste ici. La moyenne mondiale, elle est en noir sur cette courbe. Celle d'Haïti, elle est en verte là en dessous, qui est l'un des scores les plus faibles du monde, tout simplement pour Haïti. 173e sur 191. L'IDH qui regroupe le niveau de vie économique, mais aussi l'espérance de vie à la naissance. Notamment, le PIB d'Haïti, lui, on va le voir également, il est en contraction. C'est même la récession depuis 5 années consécutives. Vous le voyez juste ici, à partir de 2018 et en 2024, les données de la Banque mondiale que j'ai pu consulter ne s'annoncent pas brillantes. Notamment, situation chaotique, surtout quand on la compare aux voisins immédiats d'Haïti, qui est la République dominicaine. J'ai repris ici, là encore, l'IDH. Vous voyez, Haïti, c'est en violet sur cette courbe. La moyenne mondiale, elle est en bleu. Vous voyez que la République dominicaine est, grosso modo, dans la moyenne mondiale, quasiment les mêmes standards, alors que les populations, il faut le noter, sont quasiment équivalentes, environ 12 millions d'habitants. Haïti, vous l'avez dit, c'est aussi un État en faillite, incapable de pouvoir proposer un budget, notamment en temps et en heure. Et l'une des explications, eh bien, c'est peut-être les catastrophes géologiques, notamment. Voici donc un exemple de cette faille, la faille des plaques tectoniques, vous le voyez ici, qui traverse toute la partie sud d'Haïti et qui explique notamment les séismes successifs. Ça, c'est une image du séisme catastrophique, vous l'avez évoqué, de 2010, qui avait fait à l'époque 280 000 morts au moins, qui avait laissé des infrastructures en ruine. Et à noter que ces événements, eh bien, ils se répètent régulièrement. Pas plus tard que l'été 2023, il y avait eu un nouveau séisme qui avait lui-même succédé des inondations historiques. Éléonore Carrois, on voit les difficultés. Au plan économique, Haïti ne dispose pas de ressources propres. Alors aujourd'hui, il est clair que c'est un pays où la situation est extrêmement difficile, qui, vous venez de le rappeler, a connu des catastrophes naturelles d'une ampleur pratiquement sans précédent, et où aujourd'hui, par exemple, l'agriculture haïtienne est très largement à l'arrêt. Les infrastructures sont très largement contrôlées par ces gangs, ces mêmes gangs dont on parlait en début d'émission, qui ont le cynisme de dire que c'est eux qui vont remettre le pays en état. C'est eux qui contrôlent aujourd'hui la plupart des infrastructures, 80% de la capitale. Donc effectivement, c'est très difficile. Cela dit, il y a en Haïti encore, dans certaines zones qui sont peut-être un peu moins touchées par les gangs, une activité économique, mais surtout Haïti aujourd'hui vit de l'envoi d'argent de sa diaspora vers le pays. Il y a évidemment, c'est une plaque tournante des trafics de drogue, donc il y a aussi de l'argent de ce informel qui reste dans l'économie. Et aujourd'hui, clairement, le pays, sans institutions, sans sécurité, connaît des difficultés économiques terribles. Et pour comprendre la difficulté même d'entreprendre dans ce climat d'insécurité, Margot Loisillon et Hermina Fernandez ont suivi un chef d'entreprise franco-marocain qui réside en Haïti. C'est un extrait du magazine Reporter pour France 24. Jean-Marc est à la tête d'une entreprise qui importe des aliments pour tout le pays et emploie environ 600 personnes. Cela fait plus de 30 ans que ce franco-marocain vit en Haïti et il a dû s'adapter à la crise. Aujourd'hui, le gros de son commerce est l'importation de poulet. Mais il a également une ligne de produits plus fins avec lesquels il approvisionne ses restaurants dans la capitale. Ça, c'est du saumon fumé qui vient de Norvège. Et ça, c'est du saumon frais, des filets de saumon frais que nous servons dans tous nos restaurants. Et envelopper les trucs du Cap, hein, mettre du plastique et tout, tu enveloppes tout. Cet entrepreneur est pessimiste sur l'avenir économique de l'île. L'approvisionnement en essence, la corruption des douanes, l'insécurité, il doit faire face à de nombreuses difficultés. Depuis quelques mois, Jean-Marc vit au milieu de son entrepôt. Il préfère éviter tout déplacement en dehors de la forteresse qu'il a dressée. D'ailleurs, vous pouvez voir là le mur. Ce mur, ça fait tout le tour de la propriété. Comme vous pouvez voir, c'est de la sécurité armée, de nuit et de jour, et j'ai des chiens d'attaque que je fais sortir la nuit. Haïti est considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde. Plus de 600 000 armes légales et illégales seraient en circulation dans cette nation, peuplée d'un peu moins de 12 millions d'habitants. Voilà, Éléonore Carrois, ce qui reste encore de présence de l'ONU en Haïti, met en place un pont aérien entre Haïti et la République dominicaine voisine par hélicoptère. D'autres, les Américains, eux, empruntent l'aéroport de Cap-Haïtien encore ouvert. Mais pour combien de temps? Le but pour les rares étrangers encore présents aujourd'hui, c'est de fuir Haïti.
Malheureusement, une grande partie de la population d'Haïti, que ce soit des étrangers ou des Haïtiens, n'ont que cela en tête. Parce que quand on vit dans une situation telle que celle que l'on vient de voir, on peut le comprendre. Moi, j'étais en Haïti il y a 2 mois pour rencontrer la communauté française établie sur place. Malheureusement, le nombre de personnes qui ont été kidnappées, le nombre de personnes qui doivent faire appel à la sécurité privée pour se défendre, qui doivent changer leur itinéraire quotidien parce que les gangs sont partout, contrôlent, comme je vous le disais, toutes les infrastructures, est absolument alarmant. Donc c'est normal qu'un certain nombre de personnes veuillent partir. Après, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'il y a des programmes qui sont mis en place justement pour permettre aux populations de partir, notamment des programmes américains. Et on a vu qu'une grande partie de la police haïtienne est aussi partie, que ceux qui pourraient reconstruire le pays partent aussi. Donc c'est vraiment une situation qui est tragique aussi bien pour les Haïtiens que pour les étrangers qui restent sur place. Mais oui, cette situation de chaos, elle n'est pas nouvelle. Déjà en novembre 2019, du temps de Jovenel Moïse, les Haïtiens manifestaient en masse dans l'anarchie la plus totale et souvent au mépris des services publics. Voyez cet extrait d'un reportage de Flavien Charuel pour France 24. Quand ce n'est pas les embouteillages monstres des jours de manifestation, c'est le pays LOC qui frappe. Pays bloqué en créole, à coups de barricades de rue. Nous quittons la manifestation pour découvrir l'impact sur le système de santé, particulièrement touché. En général, à 7 heures, cette salle est remplie. Mais malheureusement, comme vous le voyez aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de patients. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer, de pouvoir venir prendre des soins. Les difficultés d'accès provoquent des conséquences dramatiques dans tous les services, même en pédiatrie. Des médicaments aux équipements, la gestion des stocks est encore plus compliquée. La directrice compte ses bonbonnes d'oxygène, moins du quart est plein. Si on n'a pas d'oxygène, imaginez-vous, un hôpital ne peut pas fonctionner sans oxygène. De son côté, l'éducation est au point mort. La rentrée scolaire n'a jamais vraiment eu lieu. Aller à l'école est devenu risqué pour Martha. Les petits à l'école, peuple typique a ouvert l'école. On a bâti les mettre uniforme sur eux, ils cherchent uniforme parce que yo dit que pour venir en cachette l'école là. Depuis yo joindre l'école qui est ouverte, il y a boulé. Chaque institution est ciblée. Éléonore Carrois, lors de ce reportage, les manifestants s'en prenaient même, on l'a vu, à des enfants empêchés d'aller à l'école. Aujourd'hui, le principal port de Port-au-Prince est à l'arrêt après qu'un conteneur de l'UNICEF a été pillé de sa cargaison cruciale pour la santé, notamment maternelle, néonatale et infantile. Une partie des Haïtiens ont perdu le sens même de leurs intérêts profonds, finalement celui de leurs enfants. Ce qu'on voit, c'est encore une fois une tragédie qui est en train de se jouer sur cette moitié d'île des Caraïbes. Et encore une fois, je pense que le message le plus important à faire passer, c'est que ces gangs sont responsables de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qu'ils ne peuvent et ne seront jamais la solution. En revanche, il y a en Haïti des personnes qui, justement, restent, qui essayent de reconstruire, qui essayent de s'organiser. Il y a une société civile qui existe encore en Haïti. Là, vous parliez justement du blocage, de protestations qui avaient eu lieu contre ce pouvoir qui était considéré comme corrompu et comme responsable d'une partie aussi de leur malheur. Et que ces Haïtiens doivent absolument être intégrés dans le processus de reconstruction du pays. Haïti, c'est d'abord une histoire singulière. Antoine Fenot, premier pays à se libérer de l'esclavage, mais au prix d'un destin tragique. Absolument, histoire singulière et mouvementée qui s'écrit dans le sang suite à une révolte notamment des esclaves haïtiens contre les colons français. Haïti devient indépendant. Voici l'une des batailles décisives. Voici une peinture celle de la bataille de Vertières qui datait de novembre 1803 avec un homme notamment qu'on évoque souvent quand on parle d'Haïti. C'est lui, c'est Toussaint Louverture que vous apercevez ici. C'est lui qui va gouverner notamment cette île de manière indépendante. Finalement, 1er janvier 1804, après plusieurs tentatives des Français pour reprendre l'île, Haïti chasse les troupes coloniales et devient donc indépendant, première république noire de l'histoire. Mais voilà, la France entend bien faire payer à Haïti. En 1825, le roi Charles X, à l'époque, vient exiger le paiement d'une dette par Haïti, la voici ici, faute de quoi eh bien, ce sera la guerre. En Haïti, il n'a pas le choix, il doit signer donc cet emprunt de 150 millions au total, auprès de banques françaises notamment, avec des intérêts délirants, c'est ce qu'on appelle la double peine et la double dette notamment. Haïti n'a pas les ressources pour payer. Petit saut en avant, en arrivant en fin juin 1915, cette fois-ci ce sont les Américains, les Marines américains qui arrivent sur l'île pour restaurer l'ordre. Officiellement, ils instaurent un protectorat
de fait et pille notamment les réserves d'or de la Banque centrale, une occupation qui durera notamment 19 ans. Et puis comment ne pas parler de l'histoire d'Haïti sans évoquer ce duo, on peut dire les Duvalier. Il faut, en 1957, le père que vous voyez juste derrière, François Duvalier, est élu président et dès son arrivée, il met en place un régime autoritaire, interdiction des partis d'opposition, répression et massacre, répression. Et vous l'avez évoqué un peu plus tôt, dont la cheville ouvrière porte un nom. Elle s'appelle les Volontaires de la Sécurité Nationale, qu'on aperçoit ici, plus connue sous le nom de Tonton Macoute. Une milice armée et soutenue également en secret, il faut bien le dire, par les Américains et la CIA au nom de l'anticommunisme, en plein macartisme. En 1971, Baby Doc, le fils, comme on l'appelle, succède à Papa Doc décédé, Jean-Claude Duvalier, qui prend la succession. Instabilité et violence politique avec un nouvel exemple, vous l'avez également évoqué avec l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Éléonore Carrois, on va revenir peut-être aux racines des difficultés d'Haïti, si l'on en croit en tout cas l'enquête qu'ont menée nos confrères du New York Times. C'est 150 millions de francs or de dettes imposées à Haïti pour rançon de son indépendance. La France est responsable aujourd'hui des malheurs des Haïtiens. Ce sont nous, Français, qui collectivement avons une dette envers Haïti. Le fait qu'il y a eu une dette qui a été imposée aux Haïtiens 2 décennies après l'indépendance est un fait historique. Je pense que ça, c'est quelque chose, vous venez de le rappeler et d'ailleurs de le montrer. Le fait que cette dette a pesé sur l'économie haïtienne et a clairement ralenti leur développement est aussi quelque chose qui, je pense, est en quelque sorte incontestable. La question aujourd'hui, c'est davantage comment est-ce que la France, depuis aide Haïti parce que la question de la dette, c'est un peu aussi de l'histoire ancienne. Oui. Il n'y a plus aujourd'hui de paiement et je pense que c'est important de le rappeler. Mais comment est-ce que ça a affecté le développement du pays et comment est-ce que la France, entre-temps, a aussi répondu en remplissant notamment ses obligations de coopération? Et est-ce que ça a permis au pays un peu de contrebalancer ce poids historique terrible qu'a été cette dette? Mais alors justement, c'est la révélation de ce scandale qui vaudra au président Aristide d'être délogé du pouvoir en 2004. Il s'est mis à dos, d'une certaine manière, les Français, si l'on en croit l'ambassadeur de France à Port-au-Prince, à l'époque Thierry Burkhardt, qui lui-même l'a reconnu à demi-mot à nos confrères, en invoquant la crainte que d'autres pays, finalement, emboîtent le pas d'Haïti. Alors en 2004, c'est surtout les États-Unis qui ont eu une grande influence sur ce qui s'est passé et sur justement le coup d'État, en tout cas indirectement évidemment, mais ce qui s'est passé en 2004 par rapport à Aristide. En revanche, ce qui est clair, c'est que c'est un épisode de notre histoire commune dont il faut parler. Il faut, je pense aussi, assumer ce qui s'est passé, mais regarder ce qui s'est passé depuis, comment la France a tenté d'aider Haïti. Et puis on parle beaucoup de la France. Elle l'a fait suffisamment d'après vous? Alors, évidemment qu'on ne peut pas dire qu'elle l'a fait suffisamment lorsqu'on voit la situation tragique d'Haïti. Mais je pense qu'il faut regarder la responsabilité de la communauté internationale. Oui, parce que les Américains, on l'a vu, ne sont pas en reste. Eux aussi ont pillé les réserves de la Banque centrale américaine. On peut dire que les Américains se sont comportés aussi, comme les Français, un peu en pirates d'Haïti. Et au-delà de ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au moment où les Américains arrivent en Haïti en 1915, et vous venez de le rappeler, il y a aussi eu un transfert des intérêts de la dette à des banques américaines, notamment à la National Citizen Bank, l'ancêtre de la Citibank, et qu'il y a eu depuis aussi une forme de contribution des États-Unis à cette situation économique qui a clairement pesé sur l'économie haïtienne. Après, quand on regarde l'histoire beaucoup plus récente, parce qu'on a fait un espèce de grand saut en avant, on est passé des Duvalier pratiquement à Aristide puis à Jovenel Moïse. Entre les différents épisodes qu'on a évoqués dans votre fresque, il y a aussi eu le tremblement de terre, il y a aussi eu l'élection contestée de 2010, et il y a surtout eu l'arrivée au pouvoir du parti de Martelly, qui est, à mon sens en tout cas, la cause de l'accélération de cette crise et des difficultés des dernières années, avec l'arrivée en tout cas des armes. Et puis un autre point qui est très important, et je sais que peut-être on en parlera après, c'est les armes qu'il y a en Haïti. Il y a des armes de guerre, il y a une quantité d'armes absolument incroyable, et ces armes, on le sait, viennent en grande partie de Floride. Alors, je ne suis pas en train de mettre en cause les États-Unis, mais je dis juste qu'il faut regarder, lorsqu'on regarde la situation dans son ensemble, la tragédie haïtienne, différents acteurs, et chercher des responsabilités, à mon sens, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est voir comment on peut aider Haïti à s'en sortir. Alors on évoquait Aristide, on évoquait aussi Martelly. Plus récemment, c'est un autre président qui a quitté brutalement le pouvoir en Haïti, par la mort cette fois. Jovenel Moïse, assassiné dans sa résidence privée par un commando armé voilà bientôt 3 ans. Retour sur les faits. À l'époque, c'était un reportage de Loïc Delamornay et Thomas Donzel pour France 2.
Cette avenue qui mène au palais présidentiel de Port-au-Prince est d'habitude bondée, mais aujourd'hui la capitale haïtienne est déserte. Ce motocycliste vient d'apprendre la nouvelle. On ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Ils ont tué le président. Le pays est effondré, tout est bloqué, les rues sont vides, le président est mort. C'est à Pétionville, dans la résidence personnelle de Jovenel Moïse, un quartier aujourd'hui bouclé par la police, qu'un groupe armé est entré la nuit dernière vers 1h du matin. Selon l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, ces hommes se sont d'abord fait passer pour des agents américains du service antidrogue. Le président a ensuite été abattu et son épouse blessée. Certains témoignages non confirmés évoquent aussi un commando qui parlait espagnol, la piste peut-être d'un groupe venu de l'étranger. Le Premier ministre a décrété la loi martiale et la fermeture des frontières. Le président Jovenel Moïse, en fonction depuis 2017, était en conflit avec l'opposition sur sa date de fin de mandat. Il avait désigné un nouveau Premier ministre il y a quelques jours pour organiser des élections dans un pays marqué par la violence et l'instabilité politique. Voilà, et ce nouveau Premier ministre à l'époque n'est autre qu'Ariel Henry, désigné donc par Jovenel Moïse de son vivant et qui allait assumer la transition jusqu'à ces jours derniers. Éléonore Carrois, on saura un jour qui a voulu tuer Jovenel Moïse? En tout cas, il y a 2 enquêtes qui sont en cours et c'est sûr qu'il y a des commanditaires étrangers, notamment colombiens, qui auraient été impliqués dans cet assassinat. Mais clairement, il faudra qu'un jour la lumière soit faite sur ce qui s'est passé dans l'histoire récente d'Haïti. Merci beaucoup, Éléonore Carrois, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur Internet, france24.com pour le monde dans tous ses états.